Jean-Claude Roman part travailler chaque matin. À Genève, l'OMS, la blouse blanche. Sauf que il n'y a rien. Pas de bureau, pas de badge, juste une mise en scène, un mensonge tenu pendant 18 ans. Et puis, le 9 janvier 1993, tout se fissure. L'argent manque, les questions approchent, la vérité devient une menace. Alors Roman ne tombe pas. Il efface sa femme, ses 2 enfants, ses parents et même le chien. Et après, il tente encore d'effacer celle qui pouvait parler, son ancienne maîtresse. Dans cet épisode, on va se demander qu'est-ce qui s'écroule exactement quand l'imposture n'a plus d'issue. Bienvenue dans Clinique du crime, saison 3, l'effacement, l'affaire Jean-Claude Roman. On pourrait rester là, sur le seuil, avec les questions, avec l'incompréhension. Mais pour comprendre comment une vie peut se refermer ainsi, il faut accepter d'entrer. Entrer sans juger, entrer sans expliquer trop vite, entrer avant le crime, avant le mensonge massif, avant l'effacement. Car aucune histoire ne commence par l'horreur. Elle commence toujours plus tôt, dans quelque chose de beaucoup plus ordinaire, parfois même par quelque chose de très aimé. Alors on avance d'un pas, on laisse la porte ouverte derrière soi, et ce qu'on en trouve d'abord, ce n'est pas un imposteur, ce n'est pas un criminel, c'est un enfant. Jean-Claude Roman naît en 1954. Sa mère aurait connu un accident grave dans sa jeunesse, puis de grandes difficultés à avoir un enfant. La maternité ne va pas de soi. Elle est attendue, espérée, chargée. Quand Jean-Claude arrive, il n'est pas seulement un enfant, il est un événement, un soulagement, une réparation, un don du ciel. Jean-Claude est enfant unique, porté haut, investi intensément. Dans ce type de configuration, l'enfant n'est pas seulement aimé pour ce qu'il est, il est aimé pour ce qu'il représente. Très tôt, quelque chose s'inscrit silencieusement, ne pas décevoir. À l'école primaire, Jean-Claude excelle. Il est décrit comme un élève exceptionnel, les résultats sont brillants. Il est même considéré comme le meilleur élève du canton. Cette réussite n'est pas anodine. Elle ne fait pas que rassurer, elle confirme. Elle confirme aux parents qu'ils ont eu raison d'y croire. Elle confirme à l'enfant qu'il tient sa place, à condition de réussir. Très tôt, la valeur de Jean-Claude se lie à la performance. Être aimé ici ne passe pas par le conflit, le débordement ou l'échec. Cela passe par l'excellence. Il grandit sage, appliqué, presque trop adapté. Un enfant sans crise, sans heurte, sans opposition. Un enfant qui comprend très vite où se situe l'amour et ce qu'il faut faire pour ne pas le perdre. À l'adolescence, il part au lycée du Parc à Lyon, un lycée d'excellence, une filière prestigieuse dans la continuité des études de son père, ingénieur des eaux et forêts. Mais là-bas, quelque chose ne prend pas. Il n'est plus le seul à être brillant. Il n'est plus porté par l'exception. Il devient un élève parmi tant d'autres. Les autres élèves sont doués aussi. La comparaison est permanente. Les liens avec les camarades restent faibles. Ce déplacement est essentiel. Éloignement familial, perte de l'évidence, première fissure dans l'image d'enfant à part. Il ne s'installe pas, il rentre chez lui. Et c'est à ce moment-là qu'il s'inscrit en médecine. La première année se passe bien, il réussit, l'image est restaurée. Médecine est un choix cohérent. Prestige, sérieux, reconnaissance familiale. Tout tient encore. Et puis arrive la deuxième année. Cette fois, ça coince. Il va jusqu'au rattrapage. Il est là, il se rend sur place, mais au moment de l'oral, quelque chose se bloque. Ce n'est pas un refus, ni une stratégie, ni une décision claire. C'est un empêchement, comme si, à cet endroit précis, le corps ne suivait plus, comme si s'exposer au verdict devenait impossible. Il n'entre pas dans la salle, il ne soutient pas l'épreuve.
Vu de l'extérieur, le geste est minuscule, presque invisible, mais psychiquement, il est abyssal. Car cet échec-là ne peut pas être dit. Décevoir ses parents n'est pas une émotion désagréable, c'est une impossibilité psychique. Dire j'ai échoué, ce serait dire je ne suis plus celui que vous avez attendu. Je ne suis plus l'enfant exceptionnel. Je perds ma place. C'est ici que la clinique de Winnicott éclaire la scène. Winnicott parle de faux self quand un enfant apprend très tôt à être ce qu'on attend de lui, plutôt qu'à être ce qu'il ressent. Ce n'est pas un mensonge conscient, ce n'est pas une manipulation, c'est une manière de se protéger. Le faux self, c'est ce moi bien élevé, performant, adapté, qui fait exactement ce qu'il faut pour préserver le lien, l'amour, la reconnaissance. Le problème, ce n'est pas qu'il existe. Le problème, c'est quand il n'y a que lui. Quand l'enfant n'a plus d'espace pour rater, pour protester, décevoir, alors l'échec ne devient pas une expérience, il devient une menace. Dans ce type de construction, échouer ne signifie pas j'ai raté quelque chose. Échouer signifie je ne suis plus quelqu'un. Le faux self tient la place, il maintient l'image, mais il le fait au prix d'un clivage. Ce qui ne correspond pas à l'attente est mis hors champ. Et quand un jour le réel insiste trop fort, le faux self ne sait pas quoi faire d'autre que continuer à tenir. Alors, Jean-Claude fait quelque chose de simple, presque banal. Il se réinscrit, il maintient l'image, il donne à voir quelqu'un qui n'échoue pas. Ce premier mensonge n'est pas un calcul cynique, c'est une béquille. Une béquille qui va garder 12 ans, 12 inscriptions en deuxième année, 12 années à rester sur la même marche. Cliniquement, c'est fondamental. Il ne ment pas pour aller plus haut, il ment pour ne pas tomber. Quand un enfant a été porté comme un miracle et confirmé très tôt comme exceptionnel, l'échec ne signifie pas j'ai raté, il signifie je perds ma place. 12 inscriptions en deuxième année. Et pendant ce temps-là, une autre vie se met en place. Une vie racontée, présentable, une vie qui tient dans le regard des autres. Parce qu'on ne peut pas rester 12 ans sur place sans produire une explication. Alors, il produit un récit. Il dit qu'il est médecin, qu'il travaille à Genève, qu'il est embauché dans une institution prestigieuse, l'Organisation mondiale de la santé. Il laisse entendre qu'il est chercheur, qu'il a des missions, des déplacements, des congrès. Il se présente aussi comme quelqu'un qui enseigne, qui est lié à la faculté, qui gravite autour des lieux de savoir. Mais ce récit ne reste pas théorique. Il prend corps dans une famille. Jean-Claude épouse Florence, une cousine éloignée, et dans la famille de Florence, ce mariage est bien vu, très bien vu. Parce que se marier avec un homme présenté comme médecin, promis à une carrière prestigieuse, c'est rassurant, c'est valorisant, c'est un avenir sérieux. Le mensonge devient alors quelque chose de plus dense. Il n'est plus seulement une phrase, il est un statut, il est une alliance, une place dans une famille. Et puis, il y a les enfants, une fille, puis un garçon. À partir de là, le personnage n'est plus seulement porté par des mots, il est porté par une maison, par un rythme, par un quotidien, par une famille qui s'organise autour de lui. Ce n'est pas seulement mentir, c'est s'habiller d'une fonction, c'est s'installer dans un titre, c'est se donner une identité qui ne discute pas au dîner du dimanche. Et autour de lui, tout devient cohérent. Les horaires, les départs le matin, les retours le soir, le vocabulaire, le sérieux, l'allure tranquille. Il n'a pas l'air d'un imposteur, il a l'air d'un homme fiable, discret, presque effacé. Et c'est là que la suite devient vertigineuse, car une identité racontée exige encore une chose très concrète, des journées à remplir. Une fois le mensonge installé, il faut vivre avec, et surtout, occuper le temps. Chaque matin, il part au travail, le rituel est là. Mais derrière, il n'y a rien. Pas de bureau, pas de collègues, pas de tâches. Alors, il reste dans sa voiture. Il stationne,
Il attend. Des heures longues, sans adresse, sans destination. Il lit, il bouquine, souvent des ouvrages médicaux, comme si le savoir pouvait remplacer le lieu, comme si tenir un livre permettait de tenir une identité. Mais lire ne suffit pas à habiter le monde. Ce qui est glaçant, ce n'est pas seulement l'imposture, c'est l'expérience quotidienne du vide. Un vide sans événement, sans drame, sans effraction. Un vide répétitif, silencieux, routinier. Des heures entières à ne pas exister dans le monde, tout en sachant qu'il faudra rentrer le soir, reprendre la place, redevenir mari, père, médecin. Il apprend quelque chose de très particulier, disparaître la journée pour exister le soir. La disparition devient une compétence, une habitude, presque un savoir-faire. Les parkings, les forêts, les non-lieux deviennent des refuges, des espaces sans regard, sans témoin, sans inscription. Dans le film L'Adversaire réalisé par Nicole Garcia, cette errance est montrée avec une précision presque insoutenable. Daniel Auteuil y joue Jean-Claude Roman sans excès, sans pathos. Tout passe par le regard. Un regard qui n'est pas triste, pas effondré, mais vide. On y voit ces journées qui n'en sont pas vraiment, ces temps suspendus, cette manière d'être là, sans y être. Le film donne à voir ce que les mots peinent parfois à saisir. L'accumulation de ce vide, jour après jour, année après année. Ici, Wilfred Bion, psychanalyste et psychiatre, apporte un éclairage décisif. Pour Bion, une expérience qui ne peut pas être pensée, qui ne peut pas être transformée psychiquement, ne disparaît pas. Elle s'accumule. Ces heures vides ne reposent pas, elles saturent. Le mensonge n'est plus un événement ponctuel, il devient une organisation de vie. Et le vide, à la longue, devient dangereux. Parce qu'un vide prolongé ne reste jamais neutre. Il s'accumule, il fait pression. Vivre des années dans le vide, ce n'est pas ne rien vivre, c'est vivre sans être. Et quand l'existence se réduit à maintenir une image le soir, après avoir disparu toute la journée, une question finit par presser. Combien de temps encore est-ce tenable ? Pour que l'image tienne, il ne suffit plus d'un récit. Il faut un décor crédible, un décor qui ne tremble pas, un décor qui rassure ceux qui regardent et celui qui habite dedans. Un personnage comme celui-là coûte cher. Être médecin international avec une vie haut niveau ne peut pas rester abstrait. Il faut une maison cohérente, une voiture adaptée, des habitudes crédibles, une aisance tranquille. Pour maintenir l'image, il faut de l'argent. Alors Jean-Claude Roman propose à son entourage des placements financiers, présentés comme sûrs, privilégiés, réservés à ceux qui ont sa confiance. Les taux annoncés sont attractifs, parfois très élevés, mais dit avec calme, sans insistance. Il ne demande pas qu'on lui donne, il ne mendie pas, il propose d'investir. La nuance est essentielle, car ici la confiance affective devient un levier financier. On ne place pas seulement de l'argent, on confirme une relation, on prolonge une croyance. Il escroque son entourage, il dépouille ses parents, il sollicite ses beaux-parents, des proches, une maîtresse, et il met en place ce qu'on appelle une cavalerie. L'argent des uns sert à rassurer les autres, les remboursements entretiennent l'illusion. L'argent circule, le niveau de vie est élevé, cohérent avec l'image, rassurant pour tout le monde. Cliniquement, l'argent n'est pas ici un simple mobile. Il n'est pas recherché pour jouir, accumuler ou dominer. Il fonctionne comme une perfusion identitaire. Ici, l'éclairage de Hans Kohut, qui est psychanalyste, est précieux. Pour Kohut, certains sujets ne disposent pas d'un sentiment de valeur interne suffisamment solide. Ils ne se sentent pas exister de l'intérieur. Ils existent à travers ce que l'autre leur renvoie. Dans ce type de configuration, l'image de soi ne tient que si elle est constamment soutenue de l'extérieur.
par l'admiration, la reconnaissance, la réussite, le regard valorisant. On parle alors d'atteinte narcissique profonde. Ça ne veut pas dire être vaniteux, cela veut dire que sans appui externe, le sujet risque une sensation d'effondrement. Chez Roman, l'argent vient jouer exactement ce rôle-là. Il ne sert pas seulement à vivre confortablement, il sert à tenir le self. L'argent permet de maintenir le décor rassure les autres, et ce regard assuré des autres permet provisoirement de ne pas s'effondrer. Dans cette logique, perdre l'argent ne signifie pas perdre un confort, cela signifie perdre le soutien qui permet de se sentir quelqu'un. Et c'est pour cela que le système devient vital, parce que s'il s'arrête, ce n'est pas seulement une faillite financière qu'il menace, c'est une chute psychique. Quand l'image tient à ce point du regard de l'autre, le regard qui doute n'est plus une simple gêne, il devient une menace existentielle. On parle souvent de culpabilité, mais ici ce n'est pas la culpabilité qui est au centre. La culpabilité dit j'ai fait quelque chose de mal. La honte dit autre chose. Si l'on voit, je ne tiens plus. Chez Jean-Claude Roman, à la fin de l'année 1992, ce qui commence à se rapprocher, ce n'est pas seulement la révélation d'un mensonge, c'est la possibilité d'être vu sans décor. Et ce regard-là, le premier à changer, c'est celui de sa femme, Florence. Un jour, elle rencontre une femme dont le mari travaille réellement à l'OMS. Les enfants sont déguisés, ils sont heureux. Ils disent se rendre à l'arbre de Noël de l'OMS. La femme lui dit simplement: vous y allez, vous aussi, avec vos enfants? Florence ne comprend pas, elle hésite, elle répond comme elle peut, mais quelque chose s'inscrit. Pourquoi Jean-Claude n'y emmène jamais sa famille? Pourquoi cette institution si centrale dans son récit reste-t-elle toujours hors champ? Ce jour-là, un premier doute se dépose, discret, mais irréversible. Florence commence à poser des questions, elle interroge son mari, il élude, il rassure, il botte en touche. Elle insiste sur un détail précis, l'annuaire de l'OMS. Elle dit qu'elle a cherché son nom, qu'il n'y figure pas, qu'elle ne comprend pas. Jean-Claude explique, il rationalise, il minimise. Mais le regard de Florence a changé. Il devient plus terne, plus inquiet, moins confiant. Elle ne regarde plus pour admirer, elle regarde pour comprendre. Et dans une organisation comme celle-ci, comprendre est déjà dangereux. Car comprendre, c'est approcher du vide, c'est risquer de voir qu'il n'y a rien derrière le rôle. À partir de là, les incohérences ne glissent plus, elles s'accumulent. Il devient difficile de le joindre directement, son travail reste insaisissable, les explications tournent court. Et en même temps, un autre étau se resserre, l'argent. Jean-Claude Roman est acculé financièrement. Il a complètement dépouillé ses parents, la banque commence à faire pression, il y aurait près de 40 000 francs de découvert sur leur compte. Ce n'est plus une gestion floue, c'est une alerte. Son ancienne maîtresse réclame son argent, près de 900 000 francs. Elle est dentiste, elle veut acheter un cabinet, s'installer. Les frères de Florence aussi posent des questions. Ils demandent où en est l'argent placé en Suisse. Autrement dit, les regards ne soutiennent plus, ils réclament des preuves. Dans le film L'Adversaire, cette montée est palpable. Daniel Auteuil joue cet accablement sans cri, sans éclat. On voit un homme qui continue à marcher, mais dont le sol se dérobe. Il perd presque les pédales, il est à deux doigts de s'effondrer. Et Jean-Claude le sent. Il sent que le regard qui le portait devient un regard qui cherche. À cet endroit, l'aveu n'apparaît pas comme une issue, il apparaît comme une disparition. Avouer, ce serait perdre l'image, perdre la place, perdre le regard. Ce serait tomber. Et pour Jean-Claude Roman, tomber n'a jamais été une option psychique disponible. Ce moment est crucial cliniquement. C'est un resserrement. Le monde devient trop proche, les miroirs trop précis, les questions trop dangereuses. Et quand le regard devient insoutenable, une idée commence à s'imposer silencieuse, radicale.
Si le regard disparaît, le danger disparaît. À partir de ce moment-là, il ne s'agit plus de mentir, il s'agit d'effacer. Le 9 janvier 1993, Jean-Claude Roman est au bout. Financièrement acculé, psychiquement encerclé, et désormais, regardez. La veille, Florence avait appelé sa mère en pleurant. Son frère dira plus tard qu'elle a sans doute découvert quelque chose ce jour-là. Des incohérences, des mensonges qui ne tiennent plus. Ce même jour, il y aurait eu une discussion dans la cuisine. On ne connaît pas les mots exacts, mais on peut en saisir la nature. Florence pose des questions précises, des questions qui ne laissent plus d'échappatoire. Ce ne sont plus des doutes flous, ce sont des questions qui exigent une réponse. Et à cet endroit-là, chez Jean-Claude Roman, quelque chose cède. Après cette discussion, Florence monte se coucher, elle s'allonge, elle s'endort, et c'est là que le geste arrive. Il prend un rouleau à pâtisserie et il la tue dans son sommeil. Ce n'est pas une scène de rage visible, c'est une neutralisation, une manière de supprimer d'un seul geste le regard qui questionne. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, il se tourne vers les enfants. Il prend sa carabine, il va voir Caroline et Antoine, et il leur propose de prendre leur température. Les enfants obéissent, ils ont confiance. Il les tue l'un après l'autre. Ce qui frappe, c'est la continuité. Pas de panique apparente, pas de fuite, pas de désorganisation. Après cela, il reste dans le décor. Il range, il relève le courrier, il sort acheter ses journaux, il regarde la télévision. Comme si le quotidien devait encore tenir quelques heures, comme si tenir la scène, une minute de plus, pouvait encore conjurer la chute. Puis il prend la route. Il va chez ses parents, il déjeune avec eux, il mange, il parle, il prend le temps. Et ensuite, il les tue, eux aussi, ainsi que leurs chiens. Là encore, il ne s'agit pas d'un débordement, il s'agit d'une logique. Dans cette clinique-là, les proches ne sont pas seulement des personnes aimées, ils sont des miroirs. Des miroirs qui savent, des miroirs qui voient, des miroirs qui peuvent parler. Et dans une organisation fondée sur l'image, un miroir qui risque de révéler le vide devient une menace vitale. Plus tard, il tentera de tuer son ancienne maîtresse, il échouera. Puis il mettra le feu à la maison familiale, comme pour effacer la scène, brûler le décor, faire disparaître les preuves. Et c'est ici que commence l'autre énigme, non pas seulement ce qu'il a fait, mais l'état dans lequel il le raconte ensuite. Ce qui sidère les psychiatres, les enquêteurs, ceux qui l'approchent après les faits, ce n'est pas seulement l'horreur du geste, c'est le calme. Il apparaît détendu, affable, poli, parfois même communicatif. Il déroule le récit de sa vie comme une ligne continue, comme si le crime n'avait pas fracturé le discours. Et cette impression revient souvent, un manque d'émotion visible, presque une absence d'affect. Ce calme choque parce qu'il contredit l'image qu'on se fait d'un homme accablé. Mais ce calme n'est pas forcément une paix. Cliniquement, il peut évoquer un mécanisme puissant, le clivage. Le clivage, ce n'est pas ne rien sentir, c'est sentir mais hors champ. C'est une séparation interne. D'un côté, un récit, des mots, une façade socialement cohérente. De l'autre, ce qui serait insupportable si cela entrait dans la conscience, c'est-à-dire la honte, la chute, l'effondrement, la responsabilité. Ce mécanisme produit un effet très particulier. Il parle, mais il n'est pas traversé. Il raconte, mais il n'est pas atteint. Et l'effacement se poursuit là aussi. Effacement des affects, effacement du conflit, effacement de la trace intérieure. À ce stade, une chose devient nette. Le mensonge n'est plus un comportement isolé. Il a tenu trop longtemps, il a organisé trop de choses, il a soutenu trop de pans de la vie. Alors la question se déplace. Il ne s'agit plus seulement de savoir s'il ment, il s'agit de comprendre sur quoi il tient. Et c'est là que la clinique change de niveau. La question revient toujours. Était-il un mythomane? Au sens strict, la mythomanie renvoie à des mensonges foisonnants, changeants, parfois extravagants, où mentir devient presque une activité en soi. Or, ici, le mensonge n'a rien de foisonnant. Il est pauvre, répétitif, rigide.
Pendant 18 ans, c'est le même récit inchangé. Médecin, Genève, OMS, mission, congrès, prestige. Il n'invente pas sans cesse, il ne brode pas, il ne s'amuse pas avec la fiction. Il répète. Ce n'est pas un mensonge pour inventer un monde, c'est un mensonge pour tenir une place. Le mensonge n'est pas là pour le plaisir de tromper, il est là pour éviter une chute. Il s'agit donc moins d'une mythomanie romanesque que d'une construction identitaire défensive où le mensonge sert de pilier. Et quand le pilier menace de céder, ce n'est pas le mensonge qu'il faut comprendre, c'est la structure qu'il soutient. Le mot narcissique est souvent mal compris. On imagine quelqu'un de vaniteux, flamboyant, dominateur. Ici, ce n'est pas cela. Lors des expertises psychiatriques, les experts ne parlent ni de psychose, ni de délire, ni de perte de contact avec la réalité. Ils décrivent une structure narcissique. Cliniquement, une organisation narcissique renvoie surtout à une fragilité profonde du sentiment d'exister. Un sujet qui ne parvient pas à se soutenir intérieurement, un sujet dont la continuité psychique dépend du dehors. L'estime de soi ne repose pas sur une assise interne, mais sur des appuis externes, c'est-à-dire le regard des autres, la reconnaissance sociale, le statut, l'image. Tant que l'image tient, le sujet tient. Quand l'image vacille, tout vacille. C'est ici que l'éclairage de Hans Kohut, psychanalyste, est précieux. Il décrit des organisations où le self est fragile et doit être constamment soutenu par l'environnement pour éviter l'effondrement. Dans ce cadre, la honte n'est pas une émotion morale, ce n'est pas j'ai mal agi, la honte est une menace existentielle. Être vu comme faillible, ordinaire, démasqué, ce n'est pas seulement humiliant, c'est vécu comme une disparition subjective. Et cela éclaire toute la trajectoire. L'échec en deuxième année devient impensable. Le mensonge devient structure, l'argent devient perfusion identitaire, les proches deviennent des soutiens, puis des dangers, et le regard devient vital, puis insupportable. À partir de là, le passage à l'acte n'est pas une folie soudaine, ce n'est pas une perte de réalité, ni un accès délirant, c'est une logique de fermeture. Quand tout tient sur l'image, quand l'image est menacée, et qu'aucune chute n'est psychiquement tolérable, il ne reste plus beaucoup d'options. Avouer, dans ce cas, c'est s'effondrer comme sujet. Alors la pensée se rétrécit, elle ne cherche plus une solution, elle cherche à supprimer le danger. Et le danger, ce ne sont pas les faits, ce sont les regards. Les proches deviennent des miroirs trop précis, des miroirs qui savent, des miroirs qui doutent et qui peuvent parler. Dans cette organisation, supprimer les miroirs reste à tenter de sauver le self. C'est là que le meurtre apparaît non pas comme un acte de haine débordante, mais comme une tentative désespérée d'autopréservation narcissique. Une solution monstrueuse, mais cohérente dans cette logique clinique. Après les faits, Jean-Claude Roman dira cette phrase rapportée par l'expert psychiatre. J'ai tué tout ce que j'aimais, mais je suis enfin moi. Cette phrase glace, parce qu'elle semble dire une délivrance là où on attendrait un effondrement. Mais cliniquement, elle est cohérente. La question n'est pas de savoir si cette phrase est sincère ou calculée. La question est, quel moi parle ici? Ce moi n'est pas un moi retrouvé, ce n'est pas un moi réconcilié, ce n'est pas un moi vivant. C'est un moi débarrassé. Débarrassé des regards, des attentes, des questions, des miroirs. Pendant toute sa vie, Jean-Claude Roman n'a pas existé seul. Il a existé dans le regard de l'autre, par le regard de l'autre, soutenu par le regard de l'autre. Sa femme, ses enfants, ses parents, ses proches. Tous étaient des surfaces de renvoi, des confirmations silencieuses, des preuves qu'il tenait. Mais quand ces regards ont commencé à douter, quand ils ont cessé de porter l'image, ils sont devenus insupportables. Non parce qu'ils jugeaient, mais parce qu'ils voyaient. Et dans une organisation narcissique fragile, être vu sans décor, sans rôle,
être vu dans le vide, ce n'est pas une épreuve morale, c'est une annihilation subjective. Alors en supprimant les autres, il ne supprime pas seulement les témoins, il supprime ceux qui, en lui, risquaient de s'effondrer sous leur regard. Le moi qui reste après les meurtres est un moi sans tension, sans attente, sans miroir. Un moi désaffecté. C'est pour cela que le calme est possible, c'est pour cela que le sommeil revient, c'est pour cela que le récit peut se dérouler sans tremblement. Ce n'est pas la paix, c'est le silence après l'effacement. Et cette phrase, enfin moi, ne signe pas une libération. Elle signe une fermeture radicale du lien. Être enfin moi ici, c'est être enfin seul, sans regard pour faire vaciller l'image, sans autre pour risquer la chute. Un moi qui ne tombe plus, parce qu'il n'y a plus rien autour pour le voir tomber. En 1996, la cour d'assises le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de période de sûreté. Sur le papier, c'est la fin. Dans les faits, c'est autre chose. C'est un changement de décor. Parce qu'en prison aussi, le rôle peut reprendre. En détention, il travaille notamment à la restauration de documents audio pour l'INA et forme des codétenus à cette activité. Et autour de lui, selon plusieurs récits rapportés, il continue d'être perçu comme celui qui sait, celui qu'on consulte, celui qui donne un avis médical, comme si le titre de médecin, même démenti par le réel, restait accroché à sa peau. Ce point est vertigineux, même enfermé, même condamné, la fonction imaginaire trouve encore un endroit où se loger. Non pas parce qu'il trompe, encore comme avant, mais parce que certains environnements peuvent redevenir, malgré eux, un théâtre, un lieu où une place se rejoue. Et puis, après la période de sûreté, la question de la sortie arrive. Il demande une libération conditionnelle en 2018. Un premier refus tombe début 2019. Puis le 25 avril 2019, la Cour d'appel de Bourges accorde la libération conditionnelle et il sort de prison le 28 juin 2019, après environ 26 ans de détention. Mais ce n'est pas une sortie dans la vie, c'est une sortie encadrée, quasi millimétrée. Bracelet électronique, obligation, interdiction, surveillance. Et surtout, une adresse. Il est accueilli à l'abbaye Notre-Dame de Fongombault dans l'Indre, un monastère bénédictin, un lieu de silence, de règles, de clôture relative. Ensuite, les cadres évoluent. À partir de 2022, il est indiqué qu'il est définitivement libéré, qu'il quitte l'abbaye et vit dans un village de l'Indre avec des obligations et interdictions persistantes. Et là, on retrouve l'essentiel de cette saison. L'effacement n'est pas seulement un acte, c'est une méthode. Effacer l'échec, effacer l'incohérence, effacer les témoins, puis après, effacer sa propre présence dans le monde, au maximum, avec le minimum de bruit. L'affaire Jean-Claude Romand ne raconte pas seulement un mensonge qui dure trop longtemps. Elle raconte ce qui arrive quand une existence entière est construite sur une image et que cette image devient impossible à maintenir. Ici, il ne s'agit pas d'un homme qui aurait perdu la raison, il s'agit d'un sujet pour qui tomber n'a jamais été pensable. Alors le mensonge a servi de prothèse, l'errance a servi de refuge, l'argent a servi de perfusion, et quand le regard s'est fait trop précis, quand les questions ont cessé de glisser, l'effacement est devenu une solution. Romand nous confronte à une clinique sans éclat, celle du vide tenu par l'image, celle d'un calme sans affect, celle d'une violence qui ne déborde pas, mais qui ferme. Et cette affaire ouvre une question qui dépasse largement son cas. Que se passe-t-il quand l'aveu est vécu comme une disparition et que le regard de l'autre devient une menace existentielle? Car Romand n'est pas un cas isolé, il est une première figure. Il y a d'autres histoires où l'effacement ne passe pas par le silence, mais par le contrôle du récit, où la chute ne se joue pas dans le mensonge,
mais dans la maîtrise de l'image jusqu'au bout. Et c'est là que la saison continue. Merci d'avoir écouté Clinique du crime. Vous pouvez, si vous le souhaitez, partager cet épisode ou le commenter. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette saison. À bientôt.